Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France 24 à l'heure de Paris Direct. Il est 13h ici en France. Voici tout de suite le titre de notre info du jour. On va prendre de nouveau la direction du Moyen-Orient en cette 26e journée de guerre. Vous parlez notamment de cette dernière mise en garde des Iraniens. Ne testez pas notre résolution à défendre notre pays. Message du président du Parlement iranien aux Américains tout à l'heure, alors que deux narratifs toujours s'opposent. Donald Trump continue d'affirmer qu'un accord est en discussion avec Téhéran. Totalement faux, répète à tout va les différents représentants iraniens pour qui Washington est en train de gagner du temps. On va tenter d'y voir plus clair, décrypter cette séquence avec l'invité de l'info du jour, c'est Philippe Gollum. Bonjour. Merci d'être avec nous. On vous retrouve évidemment dans un instant, le temps qu'on regarde le sommaire de cette émission. On vous donne rendez-vous à 14h30 aujourd'hui dans Derrière l'image. On va tenter de comprendre aussi l'explosion de cette violence à laquelle nous assistons en ce moment en Cisjordanie occupée. De retour de la région, le grand reporter Mohamed Farhat va nous parler de ces colons qui s'illustrent parfois dans le sang. Qui sont-ils au juste? Dans quel but et pour qui agissent-ils aujourd'hui? Élément de réponse donc à 14h30 dans cette émission. Ces prochains jours permettront-ils de concrétiser un accord au Moyen-Orient? Les Américains semblent croire que oui, malgré les nombreux démentis iraniens. Donald Trump affirme négocier en ce moment même avec Téhéran. Selon les médias américains, l'administration aurait proposé un plan de paix en 15 points par l'intermédiaire du Pakistan. Pourtant, il y a encore une heure, les représentants du régime iranien ont dénoncé ces propos, des mensonges pour manipuler, disent-ils, les cours du pétrole et surtout gagner du temps. Alors pourquoi Trump voudrait-il jouer la montre aujourd'hui? Quelles autres options s'offriraient aux Américains? Quel risque aussi pour Washington de rester trop longtemps engagé, englué même dans ce conflit? Bonjour Philippe Gollum, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeur de relations internationales à l'Université américaine de Paris. Avant d'aller un peu plus loin ensemble, j'aimerais qu'on regarde quelques images, qu'on dresse un bref état des lieux des différents narratifs. Les Américains qui estiment avancer dans les négociations et les Iraniens qui nous répètent à longueur de journée que tout est faux. Regardez. Donald Trump persiste et signe. Il maintient de négocier avec Téhéran et selon lui, cela va dans le bon sens. Ils nous ont offert un cadeau et je ne vais pas vous dire ce que c'est comme cadeau, mais c'est un prix conséquent. C'est lié au pétrole et au gaz et c'est un très beau geste de leur part. Ça montre que nous avons affaire aux bonnes personnes. L'identité de ces bonnes personnes reste inconnue, mais le contour des négociations évoquées par le président se répand dans la presse. Le New York Times et la chaîne de télévision israélienne Channel 12 font état d'un plan en 15 points qui aurait été transmis à l'Iran par l'intermédiaire du Pakistan. Selon ces médias, le plan prévoit notamment que Téhéran remette à Washington tout le combustible nucléaire enrichi dont il dispose, laisse le détroit d'Ormuz ouvert et renonce à soutenir ses proxys au Moyen-Orient comme le Hezbollah ou le Hamas. Démenti formel de Téhéran, il n'y a aucune négociation en cours. Vos contradictions internes sont-elles allées si loin que vous en êtes désormais à négocier avec vous-même? Depuis le début, notre position a été claire et reste inchangée. Nous ne transigerons jamais avec vous. Autre information dévoilée par des médias comme le New York Times ou Axios, au moins 1000 soldats américains seraient en passe d'être déployés en renfort au Moyen-Orient. Objectif, sécuriser les bases américaines dans le Golfe et aussi se donner les moyens d'offensive terrestre si nécessaire. Mais là encore, sans aucune confirmation officielle pour le moment. Philippe Gollum, votre sentiment pour commencer, vous qui êtes un expert des questions internationales et qui connaissez bien aussi les stratégies de l'administration américaine, votre sentiment aujourd'hui? C'est effectivement très difficile de savoir ce qui se passe en coulisses. On a deux narratifs à l'opposé qui se font face, le narratif américain, le narratif iranien. Où est-ce que vous voyez du vrai, vous, dans tout cela? Est-ce que ça vous paraît plausible que Washington ait proposé un plan de paix à l'Iran? Et je pense qu'il est tout à fait possible que les États-Unis tentent aujourd'hui, l'administration américaine tente aujourd'hui effectivement d'ouvrir des voies à une possible résolution diplomatique. Mais si les conditions énoncées sont celles qui viennent d'être indiquées, il s'agirait d'un plan qui, en fait, exigerait
l'équivalent d'une reddition inconditionnelle de la part du régime iranien sur les missiles, sur le programme nucléaire, sur l'enrichissement de l'uranium, que l'État iranien aujourd'hui n'acceptera pas et ne peut pas accepter. En fait, les États-Unis sont dans une impasse et les virements successifs de cette administration sur la question des négociations, sur la question de la paix, soulignent que les États-Unis sont dans une impasse. Ils ont initié une guerre dont ils n'avaient pas défini des buts clairs et précis. Ils se sont embourbés dans cette guerre, même s'ils ont une prédominance stratégique aérienne absolument indiscutable avec leur allié israélien. Et ils ne savent pas aujourd'hui s'en sortir, d'autant plus que la guerre est en train d'engendrer une crise énergétique et donc économique mondiale qui pourrait durer assez longtemps et affecter non seulement la politique intérieure des États-Unis, mais aussi la politique mondiale. Alors, ça, on va y revenir dans quelques instants, mais j'aimerais qu'on reste concentré sur ce que nous disent aujourd'hui les Américains. De ce que je comprends là, de ce que vous nous dites aujourd'hui, finalement, c'est que l'administration Trump et Trump lui-même naviguent un peu à vue en ce moment. Tout à fait. Je pense que c'est exactement ça et que tous les experts qui regardent de très près savent que l'administration navigue à vue. L'administration pensait, Trump pensait à tort, sans doute influencé très fortement par le gouvernement de Netanyahou en Israël, pensait qu'après une semaine de bombardements intensifs, il y aurait effondrement du régime et que cet effondrement lui permettrait de trouver des alternatives à l'intérieur même du système étatique. On sait aujourd'hui que ce calcul était complètement erroné, que l'État était beaucoup plus structuré qu'il ne le pensait et que donc tous les calculs initiaux étaient mal calibrés aux réalités en place. Il a initié une guerre de choix. Cette guerre de choix est en train de déstabiliser l'économie énergétique mondiale et donc la politique intérieure des États-Unis. Donc tous les calculs étaient des calculs qui étaient mal pensés. Ce n'est pas le cas d'Israël. Il y a une différenciation importante entre les objectifs stratégiques israéliens et les objectifs stratégiques américains. Et ça, on le voit bien au fur et à mesure que le temps passe. Les Israéliens, eux, restent droits dans leurs bottes et vont droit vers leur objectif. Je pense évidemment à la situation au Liban. Et ils l'ont redit d'ailleurs ces dernières heures. Pour nous, négociation ou pas avec le régime iranien entre Washington et Téhéran, ça change absolument rien à nos plans. Est-ce qu'il est en train d'improviser, là, Donald Trump, aujourd'hui? On sait que quand il improvise, c'est pas toujours très bon pour les affaires du monde. Il est en train d'improviser. L'État américain est en train de déployer des troupes, des forces spéciales aéroportées. La 82e division aéroportée, parlons-en, elle s'est illustrée pendant la Seconde Guerre mondiale notamment. Pas seulement pendant la Seconde Guerre mondiale, ce sont des troupes dites d'élite spécialisées de parachutage, d'opérations de très grande intensité, mais avec un nombre limité d'effectifs, sans doute dans deux théâtres différents. L'idée serait de les déployer à la fois pour sécuriser Karg Island, l'île de Karg, c'est-à-dire la centrale dépôt pétrolier essentiel de l'Iran pour ses propres exportations pétrolifères, mais aussi éventuellement une opération de très grande envergure pour essayer de localiser et de soustraire l'uranium enrichi à Isfahan. Donc, cette option existe. C'est une réelle option. À la fois, c'est une manière pour l'administration Trump de mettre la pression sur ce qu'il reste du régime iranien, c'est-à-dire les gardiens de la révolution. Là, aujourd'hui, en Iran, ce sont les gardiens de la révolution qui dominent et qui vont dominer la politique. Ce ne sont plus les ayatollahs. Les ayatollahs sont en train d'être mis de côté. Le régime théocratique est en train, peu à peu, de disparaître au profit des gardiens de la révolution et donc d'un appareil militaire. Donc, nous sommes ici. Il a l'option d'étendre la guerre, de faire une escalade très importante avec ces divisions aéroportées et des opérations éventuellement qui auraient déjà été déployées, selon la presse américaine. Je crois que le New York Times annonce que ces hommes ils sont en train d'être déployés. C'est 3000 hommes. On ne parle pas de n'importe qui, vous venez de le rappeler, des forces évidemment d'élite qui peuvent intervenir très rapidement. Elles se sont déployées sur les plages de Normandie. Je parlais de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi en Irak en 2003 notamment. Dans un autre contexte, effectivement. Est-ce qu'il n'est pas en train de jouer plusieurs cartes en même temps? Oui, tout à fait. Il est en train de
créer une option militaire nouvelle, ou peut-être est-il en train de négocier comme il l'a fait par le passé, en attendant la préparation de ces opérations militaires. C'est ce que pensent les Iraniens. En tout cas, ils ont par 2 fois négocié en juin dernier et puis plus récemment avec les émissaires américains, assez incompétents, il faut le dire, ces 2 émissaires, avec pour résultat des bombardements dans le premier cas et une guerre de grande envergure dans le second. On comprend quand même, quelle que soit la nature des régimes iraniens, on comprend bien leur réticence à croire en la parole des dirigeants américains. La médiation pakistanaise pourrait peut-être engendrer des ouvertures, mais pour l'instant, puisque l'Iran a démontré sa capacité à résister, une certaine forme de résilience, d'un régime qui est un régime despotique, bien évidemment, mais le régime a démontré sa résilience. Cette résilience pourrait se manifester à l'avenir parce qu'ils pourront continuer à déstabiliser le détroit d'Ormuz. Et donc, ils ne sont pas aujourd'hui enclins à négocier selon les termes exigés par l'administration américaine. Voilà, et on connaît aussi en même temps la capacité des Américains et de Donald Trump à faire monter les enchères pour après mieux négocier dans son propre intérêt. Vous parlez du médiateur pakistanais dans ce dossier. J'aimerais qu'on s'arrête là-dessus quelques instants parce qu'effectivement, c'est toute la région qui se retrouve aujourd'hui déstabilisée. Les pays du Golfe, notamment, qui s'étaient préparés malgré tout à la situation, mais qui subissent les premiers ce conflit aujourd'hui. Le Premier ministre pakistanais affirme que son pays est prêt donc à accueillir des pourparlers entre les États-Unis et l'Iran en vue d'un règlement global du conflit en cours. Les informations se multiplient selon lesquelles les dirigeants régionaux œuvrent discrètement en coulisses pour faciliter un accord. On va y revenir en images tout de suite avec Alice Brogaille. On en reparle juste après. Regardez. Après 3 semaines de guerre, le temps de la négociation avec l'Iran est-il venu ? Alors que le président américain Donald Trump sème la confusion avec des déclarations contradictoires et invérifiables, un pays offre sa médiation, le Pakistan. Sous réserve de l'accord des États-Unis et de l'Iran, le Pakistan est prêt et honoré d'accueillir des pourparlers constructifs et conclusifs en vue d'un règlement global du conflit en cours. D'autres pays poussent aussi en coulisses pour la reprise des contacts diplomatiques, comme la Turquie, l'Égypte ou le Qatar. Mais selon certains médias, Téhéran privilégierait Islamabad. Des négociations dans la capitale pakistanaise pourraient prendre 2 formats, l'un entre le ministre iranien des Affaires étrangères et les principaux négociateurs de Donald Trump, l'autre entre le vice-président américain et le président du Parlement iranien. Selon les spécialistes, l'initiative pakistanaise s'explique à la fois par les bonnes relations entre Islamabad et Washington, mais aussi parce que le Pakistan est un allié de longue date de l'Iran. L'assassinat du guide suprême iranien a déclenché de violentes émeutes au Pakistan, qui abrite l'une des plus importantes populations chiites au monde. Une proposition de médiation saluée par l'ONU. Je pense que toute coalition de pays capables de rapprocher les États-Unis et l'Iran pour mettre fin à ce conflit est la bienvenue. L'offre du Pakistan intervient un jour après que Donald Trump a suspendu sa menace de bombarder les centrales électriques iraniennes, évoquant des discussions productives avec Téhéran. Mais l'Iran a nié toute négociation avec les États-Unis, contredisant directement Donald Trump. Il y a de quoi s'inquiéter dans la région aujourd'hui et même au-delà. Le fait que ça dure comme ça, 26 jours, et que ça puisse encore durer longtemps. La guerre fait la démonstration de l'extrême vulnérabilité des pays du Golfe et des autres pays régionaux. Une vulnérabilité mise en lumière de façon beaucoup plus évidente que la guerre d'Irak de 2003, l'invasion de l'Irak par les États-Unis en 2003. Les pays du Golfe ne sont pas en mesure, en dépit de leurs achats de matériel militaire très significatifs, auprès des États-Unis, ne sont pas en mesure de se défendre. Ils sont très méfiants, de plus en plus méfiants des motivations américaines et ils craignent une domination militaro-stratégique israélienne absolue de la région qui se déploie aujourd'hui, n'est-ce pas, au Liban et ailleurs. Je ne crois pas vraiment aux perspectives de paix, ces négociations de paix, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'Israël ne veut pas la paix. Et le gouvernement de Netanyahou a pour objectif la destruction non seulement du régime, la déstabilisation du régime, mais aussi l'émiettement de l'Iran. C'est-à-dire de faire en sorte qu'il y ait
une fragmentation de l'Iran, ethnique, politique et autres, qui réduirait l'Iran à un état d'État failli, en quelque sorte, pendant des décennies, et qui réduirait pendant très longtemps toute possibilité de menace venant du côté iranien, et permettant éventuellement, dans cette perspective-là, dans cette vision-là, à Israël de poursuivre sa stratégie éventuelle de normalisation avec les pays du Golfe. Or, les pays du Golfe ne veulent pas d'une hégémonie militaire israélienne. Ils craignent Israël aujourd'hui presque autant qu'ils craignaient l'Iran avant. Donc, Israël ne veut pas la paix pour ces deux raisons-là. Les États-Unis veulent se soustraire du conflit dans lequel ils sont imbriqués et dans lequel ils ont été imbriqués en large partie par le gouvernement de Netanyahou, mais ils n'y arrivent pas. Et l'Iran, en ayant démontré sa résilience, n'est pas dans une situation où aujourd'hui ils sont forcés à négocier. C'est la seule certitude qu'on ait aujourd'hui. Finalement, il y a ces deux pays qui ont lancé cette offensive, les États-Unis, Israël, qui ont des intérêts divergents, et ça on le savait bien avant le début de ce conflit, et aujourd'hui des Américains qui n'ont qu'une envie, se retirer, mais qui sont contraints de rester. Se retirer, Donald Trump est devant un problème énorme qu'il a créé lui-même, c'est-à-dire se retirer en criant victoire, mais en réalité en perdant la face, se retirer et sans avoir su mettre en place un régime alternatif, se retirer alors que la crise économique mondiale engendrée par cette guerre va durer dans le temps. Et donc l'impasse pour lui est une impasse de très grande envergure. Je crains on ira plutôt vers une escalade, j'en suis pas sûr, vers une escalade pour cette raison-là. L'Irak qui saisit l'ONU d'ailleurs, c'est tombé il y a quelques minutes après de nouvelles frappes sur son sol aujourd'hui. L'ambassade américaine notamment a été à plusieurs fois visée. Vous dites ce conflit il va durer dans le temps. Est-ce qu'on n'en est finalement pas qu'au début? Les risques qu'il dégénère encore plus, qu'il aille beaucoup plus loin que cela, quels sont-ils? Je pense que oui. Je pense que les risques grandissent de jour en jour, n'est-ce pas? Les risques non seulement pour la région, les risques pour l'économie mondiale, mais aussi les risques d'un cycle de violence, d'une escalade de la violence qui va provoquer des mouvements de population, qui va provoquer des désastres humains de grande ampleur et qui, en fait, vont in fine déstabiliser la politique internationale. Nous sommes revenus, pour le dire tout à fait clairement, nous sommes revenus aujourd'hui au niveau, quand on pense les relations internationales, à la jungle. Nous sommes dans la jungle. Le droit international, le droit humanitaire international, depuis Gaza, en fait, la guerre d'Ukraine et Gaza, le droit humanitaire international est complètement bafoué. Il n'existe plus dans les esprits des pays qui en étaient, en théorie, les États-Unis, les animateurs. Nous sommes dans la jungle, nous ne sommes plus dans un monde de règles et de lois. Les lois de la guerre ne s'appliquent plus non plus dans le conflit en cours. Et dans cette jungle-là, les potentialités d'expansion de cette zone de violence sont très importantes. Je comprends très bien les pays de la région, y compris le Pakistan, soutenu par la Chine, dans son initiative. Je comprends très bien leur désir d'engendrer un début de dialogue et de paix, mais je pense que pour l'instant, les dynamiques vont dans l'autre sens. Ce sera très compliqué. Pedro Sanchez, notamment, le Premier ministre espagnol, a dit ce matin devant son Parlement, le scénario est bien pire que celui de la guerre menée en Irak en 2003. On vient d'en faire ici la démonstration. Il y a aussi le haut commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, Volker Turk, qui pointait du doigt ce matin une réalité militaire, et là aussi complètement imprévisible. Les frappes qui ciblent les zones proches des sites nucléaires, que ce soit en Iran, mais aussi en Israël. On évoquait ici hier la force nucléaire israélienne qui n'est pas assumée, mais qui est réelle. Ça fait courir le risque d'une catastrophe absolue. Ça, c'est une menace très concrète, non? Je pense que cette déclaration, c'est une déclaration lourde de signification. Des analystes assez sérieux estiment que l'utilisation éventuelle par Israël d'une arme nucléaire dite tactique, si jamais ses objectifs ne sont pas atteints, est un scénario plausible. Moi, je ne suis pas sûr que ça ira aussi loin. Je ne pense pas que les États-Unis puissent tolérer cela. Je ne pense pas que
les autres grands pays du monde puissent le tolérer. Mais les risques grandissent. Les risques grandissent. L'escalade, les dynamiques de l'escalade font que ces risques grandissent. Quelle solution trouver? Il faudra bien trouver un modus. Si le régime ne tombe pas, et je ne pense pas qu'il tombera, il faudra bien trouver un modus vivendi avec l'État militaire qui va émerger de ce conflit comme étant l'État iranien, n'est-ce pas? Quant à la population iranienne qui a manifesté en masse pour la liberté, pour ses libertés et pour l'ouverture de la société iranienne, la société iranienne exigera un changement dans le terme. Mais pendant la guerre, il est totalement impossible pour cette population de pouvoir se soulever contre un régime, contre un État qui représente quand même un État en guerre contre des agresseurs. Alors que la répression est toujours en marche. D'ailleurs, on le rappelle ici assez régulièrement. Il y a des pendaisons qui ont lieu chaque jour et des interpellations encore d'opposants. Les gardiens de la Révolution occupent des carrefours stratégiques, notamment dans Téhéran. Mais pas que. Cette répression, elle est toujours d'actualité, même si on en parle beaucoup moins. Vous parliez de la puissance militaire iranienne que les Américains ont tenté de réduire à néant plusieurs fois, en tout cas dans leur discours. On a appris tout à l'heure qu'un missile de croisière iranien avait été tiré par la marine iranienne en direction d'un des porte-avions américains. Ça pourrait servir d'argument pour les Américains pour passer encore une nouvelle étape? C'est un argument parmi d'autres, c'est-à-dire qu'il y a des éléments de la guerre elle-même a ses propres dynamiques, n'est-ce pas, qui ne sont pas contrôlables à l'avance. Mais complètement imprévisibles, les Américains aujourd'hui, et ça, on ne peut que le déplorer. L'état-major américain a clairement énoncé au président Trump, avant qu'il ne prenne sa décision, quelles étaient les limites possibles de cette opération. Et lui ont clairement énoncé les difficultés concernant le détroit d'Ormuz. Le président n'a pas écouté l'avis de ces militaires-là. Il dit qu'il ne savait pas. Qui sont des professionnels. Non, je crois que dans la situation qui est celle d'aujourd'hui, la guerre renforce, pour ce qui est de l'Iran, la guerre renforce le régime. La guerre renforce, non pas le régime théocratique, mais renforce le régime militaire. Tant qu'il y aura la guerre, le régime militaire prendra de plus en plus de poids au sein de la société iranienne. Et donc le but de guerre ostensible, mais faux, de la part des États-Unis de libérer le peuple iranien, ce but de guerre ostensible est contredit par le fait que la guerre elle-même renforce le régime. On a appris tout à l'heure, le Pentagone a annoncé booster la production de ses munitions et de ses armements. Qu'est-ce qu'il faut voir dans cette annonce? Nous sommes dans une situation totalement paradoxale. L'armée la plus puissante du monde, les forces armées les plus puissantes du monde, avec une base technologico-industrielle de très grande ampleur, n'était pas cette base industrielle technologique n'était pas prête à ce genre de conflit. Les États-Unis ont un archipel globalisé d'engagement militaire, n'est-ce pas, de l'Asie orientale en passant par la Méditerranée jusqu'à l'hémisphère ouest et l'Afrique en passant par l'Afrique, n'est-ce pas? Ces engagements-là sont des engagements de très grande envergure. Ils sont en train aujourd'hui d'utiliser, de redéployer des forces, pas simplement des militaires, mais aussi de la logistique et des armements d'Asie orientale vers le Golfe, et donc de démunir leurs forces en Asie orientale. Et il y a des limites à ce qu'ils peuvent faire, parce que cette base industrielle a été, au cours des 20 dernières années, réduite. L'après-guerre froide exigeant quand même une réduction de la mobilisation industrielle. Ça veut dire que les moyens pourraient venir à manquer à un moment donné pour les Américains et pour les Israéliens, qu'on sait aussi fortement dépendants de l'arsenal américain? Pour Israël et les États-Unis sont dans des logiques contradictoires. Pour Israël, c'est un problème, évidemment, la production des munitions dont ils ont besoin et la fourniture de ces munitions de la part des États-Unis. Mais pour l'instant, Donald Trump et Israël sont encore très fortement liés. Mais il y a un courant de fond aux États-Unis qui dans l'opinion américaine... les opinions favorables à Israël aux États-Unis se sont effondrées depuis la guerre de Gaza, depuis l'écrasement de Gaza. Les nouvelles générations aux États-Unis, y compris certaines à droite,
dans l'extrême droite antisémite, mais plus généralement la population non antisémite. Il y a un refus, un rejet de la politique israélienne dans la population américaine qui croît. Et donc, on va avoir une séparation progressive d'Israël et des États-Unis à l'avenir. Mais ça ne joue pas pour l'instant. Ça ne se concrétise pas, ça ne matérialise pas encore pour l'instant. Vous parlez d'opinion publique américaine, on va peut-être conclure là-dessus. Il y a quelque chose qui parle aux Américains, c'est ce qu'il y a dans le portefeuille, le fameux pouvoir d'achat, l'argument numéro 1 pour l'élection présidentielle américaine qui a permis le retour de Donald Trump. Il y a des midterms qui se profilent. On voit les cours du brut et les tentatives du président américain de calmer le jeu à chaque fois avec des annonces comme celle d'un accord pour la paix. Ça, c'est une volonté aujourd'hui de Donald Trump d'essayer de maîtriser les marchés et le cours du pétrole. Les prix à la pompe, ça pourrait être sa plus grosse épine dans le pied à Donald Trump demain. C'est un point pour sa base politique à lui, oui. C'est-à-dire que le désamour entre la population américaine, la majorité de la population américaine et Donald Trump était déjà évidente après les assassinats de deux manifestants à Minnesota, à Minneapolis, par la police ICE. Par l'ICE, la police de l'immigration. Oui, aujourd'hui la frange de la population latino-américaine qui avait voté pour Trump lors de la dernière élection présidentielle, aujourd'hui vote contre Trump. On l'a vu dans des élections qui ont eu lieu hier à Mar-a-Lago. Les démocrates se sont imposés dans ce fief rouge vif. Le fief républicain rouge de Floride et à Boca Raton, un autre fief rouge. Historiquement, les démocrates ont emporté. Il y a aujourd'hui un fossé grandissant entre la majorité de la population américaine et le président, qui croyait peut-être que cette guerre qu'il croyait rapide et victorieuse lui aurait donné une aura de grand vainqueur historique. Cette guerre va ajouter à la fissure entre cette majorité de la population élevée. Et sans doute pas que Trump... Il est très, très frileux. Il regarde évidemment ses chiffres et ses résultats. Merci beaucoup, Philippe Golub, d'avoir été l'invité de l'info du jour. Paris Direct se poursuit après une courte pause. Restez avec nous pour le journal. À tout de suite.